Bienvenue à cette présentation où on a l'intention de vous partager la manière dont on s'y est pris chez Michelin dans un contexte particulier des Corporate Business Services, du Global Business Services de Michelin pour amener l'automatisation pour nous-mêmes, mais aussi pour d'autres entités du groupe, en commençant par la RPA et on évolue maintenant vers l'automatisation agentique. Jean-Philippe, tu veux te présenter ? Oui, bonjour, je m'appelle donc Jean-Philippe Vatsky, je travaille chez UiPath en tant qu'Enterprise Account Executive en charge du compte Michelin. Quelques mots sur UiPath pour commencer. UiPath, on est en fait un éditeur européen, 4000 personnes, 2 milliards de chiffre d'affaires, et on est spécialisé dans tout ce qui est automatisation et orchestration de processus. Donc notre métier de base, c'est ce qu'on appelle la RPA, le Robotic Process Automation. En fait, c'était d'automatiser des tâches qui étaient répétitives et chronophages. Et ensuite, on a continué vers l'automatisation de processus, puisqu'un processus n'est jamais qu'une succession de tâches. On a adjoint ensuite un certain nombre de fonctionnalités complémentaires. Déjà la capacité à gérer des documents et à tirer les informations de ces documents pour ensuite les pousser dans des applications tierces. Le testing également, puisque après le testing, c'est typiquement gérer un processus où vous avez des actions qui sont chronophages et répétitives. Donc on a commencé par tester nos propres automatisations, puis ensuite on a, dérivé vers le testing des applications et enfin vers le testing de la performance applicative. Et puis ensuite est arrivé donc l'IA. Donc on a intégré l'IA de manière, on a saupoudré de l'IA un petit peu partout auprès de nos différents modules. La première action qu'on peut voir, c'est la capacité à créer des agents, donc des agents qui sont capables de faire appel à des LLM externes. Donc un agent, ça permet effectivement... en fait, aujourd'hui, on propose le meilleur des deux mondes. À la fois la capacité d'avoir un agent qui va prendre des décisions et un robot qui va être capable d'exécuter les décisions que prennent ces agents. Souvent, vous avez des agents qui prennent des décisions, mais on n'est pas forcément le robot qui va l'exécuter. Et le meilleur des deux mondes, c'est d'avoir les deux. Donc c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, l'IA, en fait, c'est une somme d'outils un petit peu divers qui apparaissent et souvent complémentaires, mais qui peuvent sembler faire les mêmes choses. Et donc, on se dirige également aujourd'hui vers l'orchestration de processus de manière end-to-end pour apporter donc aux utilisateurs métiers la capacité d'avoir une vision complète de leur processus, de pouvoir les auditer, de pouvoir également avoir un historique de ce qui s'est passé, de pouvoir les suivre. Et surtout, quand je parle d'orchestration, c'est la capacité non seulement d'orchestrer nos propres outils, mais aussi des outils externes. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'agents, on n'est pas les seuls à faire des agents. D'autres éditeurs de logiciels comme ServiceNow, comme SAP, comme Salesforce et autres ont leurs propres agents. Il y a des équipes un petit peu partout dans l'entreprise qui utilisent donc ces capacités à fabriquer des agents. Et nous, aujourd'hui, on va proposer à nos clients la capacité d'orchestrer donc à la fois nos agents, nos robots, les agents de ces éditeurs donc complémentaires, tout ça au sein d'un même processus, puisqu'un processus généralement utilise donc les outils tiers. Et puis la dernière chose qu'on va apporter à nos clients, c'est face à cette multiplication donc des outils IA, c'est la capacité à les adresser de manière sécurisée. Donc on va apporter une couche de gouvernance et une couche de sécurité qui va permettre à nos clients d'avoir la certitude que l'adressage qui est fait de leur LLM, par exemple, est fait de manière sécurisée. Voilà. Merci Jean-Philippe. Et donc, de mon côté, je m'appelle Philippe Léonard, je travaille pour le groupe Michelin. Tout le monde sait qui c'est Michelin ? Ouais. Oh, ça fait rire parce que ça ne marche pas ailleurs qu'en France. Autre aspect, donc je travaille pour le groupe Michelin, je travaille pour une entité un peu particulière du groupe Michelin qui s'appelle Corporate Business Services. Je ne sais pas si vous travaillez dans un grand groupe, vous connaissez probablement le concept de Global Business Service. C'est une manière de regrouper des activités dans une entité dédiée aux activités plutôt tertiaires et plutôt opérationnelles. Donc ce modèle d'organisation, on l'a adopté chez Michelin. Et c'est dans ce modèle d'organisation-là qu'est née la question de l'automatisation des processus dits tertiaires ou administratifs. Donc je travaille chez Michelin depuis 2009. Je suis responsable du COE.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis responsable d'un côté du réseau business, donc les personnes qui vont porter la bonne parole, capter des idées, écrire les spécifications métiers, vraiment structurer la captation du besoin. Et de l'autre côté, je suis responsable du budget et fonctionnellement responsable des équipes IT. Alors je ne les pilote pas sur leurs compétences techniques, etc. Ma vocation, c'est de s'assurer que l'operating model délivre une certaine mission. Donc, l'organisation Michelin, elle est relativement compliquée. On est un grand groupe. L'idée, c'est pas de vous expliquer l'intégralité du slide. C'est juste de vous montrer que l'automatisation, cette question d'automatisation, elle est née dans une entité qui s'appelle Corporate Business Services, j'ai déjà mentionné, et qui sert les autres entités du groupe en processus, en exécution opérationnelle, pardon. Donc la mission de CBS, alors, les slides sont en anglais, je suis désolé, je ne les ai pas systématiquement traduits. Ça m'évite des validations avec nos amis de la communication. Mais en quelques mots, notre enjeu, c'est d'être un moteur pour Michelin et notamment au service de l'excellence, du succès vis-à-vis de nos clients, en portant des processus qui sont très performants, qui sont résilients et qui génèrent des bonnes expériences pour nos clients, pour nos fournisseurs, pour tous nos partenaires finalement à l'externe. Et tout en ayant un mindset d'excellence et d'innovation. Donc ce qui est intéressant, là, donc on a cette mission, on a une vision évidemment, on veut amener beaucoup de valeur au groupe, mais on repose parmi les 4 piliers qui vont nous aider à réaliser cette vision, on a le pilier digital et innovation, et le tout premier élément qui est amené là, c'est l'intelligent automation. Et donc là, tout l'enjeu aujourd'hui pour cette première partie de présentation, ça va être plutôt de vous expliquer comment on a construit l'operating model autour de la question d'automatisation. Notre périmètre cœur, c'est alors le service to customer, order to cash, donc le fait de prendre des commandes, de les livrer, de les facturer, tout ce qui est achat, de l'identification des fournisseurs jusqu'au moment où on paye la facture fournisseur. On porte certains processus logistiques, notamment la partie interco, des processus finance, certains des processus finance. Personnel, chez Michelin, on ne parle pas de ressources humaines. L'humain n'est pas une ressource, donc on parle de personnes et c'est pour ça que les ressources humaines, chez nous, s'appellent personnel. Et finalement, la notion de master data management, puisque, par exemple, la définition de la manière dont on modélise les organisations data, pas les organisations, on modélise l'architecture de nos données, la manière dont on les structure, où on les pose, quelles sont les règles de data qualité, etc., c'est aussi porté par Corporate Business Services. Donc voilà globalement juste le périmètre couvert par cette entité. La notion d'automatisation, elle s'intègre dans un cadre un peu plus large. Parce qu'en fait, on a dès le départ, qu'en 2018, on va parler un peu de passé, on parlera d'Agentic après, promis. Mais dès le départ, on s'est posé la question de dire mais on ne veut pas faire de la RPA et on ne veut pas à côté faire du process automation et à côté de ça du process orchestration et avoir 3 Center of Excellence qui vont créer des solutions en silo. Ce qu'on cherche, c'est répondre à la question de l'automatisation des processus, retirer des tâches sans valeur ajoutée, permettre à l'humain de se focaliser sur là où il crée de la valeur. Et donc, on a cherché vraiment à dézoomer par rapport à une technologie en particulier et à dire, mais finalement, c'est quoi, si on prend une vision un peu lointaine de la question, comment est-ce qu'on peut la structurer? Et donc, en fait, on dit nos leviers digitaux, on les sépare en 2 catégories. Tout ce qui va m'aider à avoir des insights, que ce soit sur la base de données structurées et maintenant de plus en plus sur la base de connaissances, et qui va me permettre d'avoir une information qui va m'aider à prendre une décision. Donc on met tout ça à gauche dans notre cercle, dans mon triangle, pardon, et à droite, tout ce qui va m'aider à exécuter mon process. Donc de l'input initial jusqu'au moment où le process il a rempli intégralement son œuvre. C'est porté par des systèmes d'information et donc c'est ce qu'on appelle nos execution capabilities. C'est simplement une manière pour nous de créer des familles qui sont comprises par tout le monde et de structurer notre réponse et notre communication vis-à-vis des utilisateurs potentiels. Et à l'intérieur de ces différents leviers, on a des leviers qui, historiquement, étaient bien gérés, sur lesquels on a une organisation qui existe déjà. Et probablement, c'est le cas aussi chez vous. Votre ERP, je sais pas, SAP, Oracle, Microsoft, peu importe,
c'est tellement chronophage, c'est tellement challengeant à mettre en place. Ça amène de la montée en expertise et ça amène de la maintenance constante. Donc souvent, on a des équipes qui savent porter de gros outils qui sont au cœur de nos processus. On a des outils. Et on a des équipes et on a un mode d'organisation. Par contre, pour tout le reste, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on a des leviers digitaux dits agnostiques du process. Et pas pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec le concept d'hyper-automatisation, c'est un peu de ça dont on parle. Et on cherche maintenant à structurer toute notre approche autour des leviers dits agnostiques. Donc, on a des leviers, encore une fois, pour le process steering, donc la BI, l'exposition de données, la transformation de données. Des leviers pour l'exécution du processus qui sont agnostiques. Donc, l'automatisation, et c'est de ça dont je vais vous parler. La RPA, la digitalisation des processus qui ne sont pas encore digitalisés, etc. Avec 2 leviers transverses qui sont l'IA. Et l'IA, pas uniquement dans les solutions qu'on construit, mais aussi qui nous aident à construire plus rapidement des solutions qui, elles, pourraient potentiellement pas porter d'IA. Vibe coding, etc. Et le deuxième aspect, c'est la Digital Adoption Platform. Donc là, on a un outil qui nous aide à faire adopter des user interfaces à nos utilisateurs. Quand on crée un nouveau Power BI, quand on crée un nouvel écran, plutôt que de faire un PowerPoint pour expliquer comment ça fonctionne, on a un outil qui permet d'accompagner l'utilisateur dans son usage directement dans la user interface. Donc, ce que je vous disais, c'est que là, à partir de maintenant, on va vraiment focaliser sur le levier diagnostic pour l'exécution des process. Et donc, au début, on a vraiment cherché à ne pas être le porteur de la RPA du groupe. Pourquoi ? Parce que la technologie, on le voyait déjà à l'époque, elle n'arrêtait pas d'évoluer. Et ne répondre qu'au travers de la RPA, ça ne nous permettait pas d'adresser en fait l'intégralité des challenges métiers qu'on pouvait avoir. Donc on s'est structuré autour d'une mission. Et cette mission, franchement, c'est le backbone qui nous sert à nous diriger pour savoir ce qu'on doit faire. À la fois des nouveaux leviers technologiques qu'on veut adopter, mais aussi de savoir si pour un use case donné, c'est vraiment à nous de le porter ou pas. Et donc le cœur de l'enjeu, c'est d'aider nos collègues à travailler de façon plus efficace. On a vraiment centré ça autour de l'humain, on veut aider nos collègues. Par contre, notre outil, c'est l'automatisation et le challenge auquel on cherche à répondre, c'est toutes les tâches administratives très répétitive. Je ne parle pas de valeur ajoutée parce qu'une tâche peut être répétitive et à valeur ajoutée. Mais si on peut expliquer à un robot comment elle doit être exécutée, il n'y a pas de sens que ce soit un humain qui s'en occupe. Laissons aux robots le boulot des robots et donnons aux humains le boulot des humains, pour le dire de façon plus simple. Pour ça, on a 4 offres de services. On forme nos gens à faire 4 choses. La première, c'est Ignite. Donc Ignite, c'est quoi ? C'est le fait de mettre la première étincelle sur la question de l'automatisation des process. Et comment on fait ça ? On ne va pas parler de RPA. On va parler de use case qu'on a adressé au travers de la technologie et qui a créé de la valeur. C'est comme ça qu'on va les inspirer. Et notre enjeu, ce n'est pas qu'ils réfléchissent à comment ils peuvent utiliser la RPA ou comment ils peuvent utiliser les chatbots, mais qu'ils re-regardent leur processus et qu'ils identifient des endroits, des problèmes, des challenges qu'ils cherchent à résoudre. Et donc, on va les accompagner les guider vers différentes offres de services au sein de l'entreprise, la nôtre, mais aussi d'autres, au travers de la deuxième étape qui est la partie advise. On est un grand groupe, je ne sais pas si vous travaillez dans des grands groupes, mais des fois, pour un problème business donné, identifier quelle est l'offre de service qui peut répondre, ce n'est pas forcément évident. Et nous, en fait, on s'appuie sur le réseau pour accompagner et aider tous les différents demandeurs à trouver la réponse à leurs problèmes. Et ensuite, vraiment Build Project. Donc là, c'est l'activité de Build. On a des gens qui sont formés à la business analysis et on a des gens qui sont formés à la création de solutions sur la base de différentes plateformes. UiPath, donc on va parler de UiPath, de RPA, Jean-Philippe vous en a parlé un peu tout à l'heure, mais aussi de la low-code platform. On crée des petites applications, on automatise des workflows. C'est nous qui avons amené dans le groupe Michelin les premiers chatbots, Artificial Intelligence Communication Platform, les Q&A, etc. Toujours dans cette notion d'automatisation. On avait des experts qui passaient un temps incroyable à répondre 10 fois, 100 fois la même question, basique. Donc, ce qu'on veut faire, c'est on veut donner à l'expert, on veut lui donner le temps de répondre à des challenges plus compliqués et accompagner l'utilisateur qui a une question qui revient sans cesse au travers des chatbots. Et finalement, le dernier point, et ça c'est un point clé, c'est Drive and Sustain the Value.
notre mission, c'est pas de délivrer des RPA ou de délivrer des chatbots. Notre mission, c'est qu'ils créent de la valeur. Donc, on va systématiquement intégrer, quand c'est techniquement faisable, la notion de mesure de la valeur directement dans l'outil. Tous nos RPA, ils loguent le temps qu'ils font gagner, par exemple. Et dans la manière dont on a structuré l'organisation, on a au départ, je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui sont encore au début de leur processus d'automatisation, au départ, on est parti sur une organisation, on s'appuyait sur de l'externe, on s'est appuyé sur des boîtes de consulting pour faire les premiers robots, pour apprendre. Et finalement, on s'est rendu compte que ce n'est pas un mode de fonctionnement qui nous convenait. Ensuite, on a créé un Center of Excellence qui était centralisé directement à Pune en Inde, où se trouve notre capacité de délivrer des solutions IT. Et ça, du coup, c'était chouette. On a construit une vraie expertise, les gens sont devenus de très bons techniciens, mais ils étaient trop loin du business. Et donc, on a restructuré une dernière fois notre organisation, qui est du coup une approche fédérée, où on a un hub qui va venir explorer les nouvelles features, et notamment les features d'agentique là, sur lesquelles on est en train d'apprendre, qui va porter aussi la plateforme, qui va porter des bonnes pratiques, qui va définir le parcours de formation des différents développeurs. Et on a des unités qui délivrent et qui sont proches des time zones. Alors, on n'a pas, les gens sont quand même dans des équipes qui sont localisées dans les time zones à un endroit précis. Ce n'est pas complètement distribué, mais au moins on a un pied dans chaque time zone, ce qui nous permet d'être relativement proche de la culture de l'endroit où on est, et notamment des contextes métiers particuliers. Et ça, c'est un point fondamental dans notre organisation. Et c'est ça aussi, ce modèle d'organisation-là, qui nous fait dire qu'on est prêt pour passer à la prochaine étape. En termes de footprint RPA, je ne sais pas où on en est dans le timing, ouais. En termes de footprint RPA, aujourd'hui, on a à peu près 170 RPA produits. C'est quoi des produits, Philippe? Des produits RPA. Ouais. Alors, nous, on parle le langage business dans les produits, quand on parle de produits. C'est la manière dont le business connaît ses solutions au service de son process. Là, on a 170 RPA product. En fait, si on regarde dans l'orchestrateur de UiPath, on en verra beaucoup plus. Mais ce qu'on veut mettre en visibilité, c'est le fait que sur un processus en particulier, on a un robot qui tourne et qui rend un certain service. Après, ce que techniquement il y a derrière, on ne regarde pas forcément si c'est 3 artefacts ou 4 artefacts qui ont été développés. Ensuite, deuxième point, le Corporate Business Services, donc cette organisation Global Business Services, nous, notre job, c'est de faire vivre ces processus administratifs. Okay, et donc, du coup, on a développé une certaine forme d'expertise pour résoudre les frictions, faire que les humains ne fassent pas de tâches manuelles, etc. Et là, aujourd'hui, on est dans un salon qui est plutôt dédié au manufacturing. Et vous pourrez noter, alors DORD, c'est la manière dont on décrit nos organisations internes. C'est notre organisation recherche et développement. C'est critique pour Michelin, l'organisation recherche et développement. Et on voit que c'est le deuxième plus gros utilisateur d'automatisation. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là, ils avaient des challenges d'arriver à dédier du temps utile sur le recherche et développement, et ils étaient pris par des tâches, passer une commande, organiser un salon, réserver des salles, des choses vraiment très pragmatiques qui ne sont pas du tout dans leur cœur de métier. Et donc, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est dire comment il appelait ça, think big, start small. Et donc, son truc, c'était dire start small, c'est l'automatisation. Je prends toutes les tâches qui ne sont pas critiques pour ma population cible, qui est une ressource qui est bottleneck, qui est un peu goulot d'étranglement. Je les libère de toutes leurs tâches. Comme ça, eux, après, ils peuvent vraiment se focaliser sur là où ils peuvent créer de la valeur. Et on a ça aujourd'hui côté recherche et développement, mais on a aussi de plus en plus de traction côté manufacturing. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas directement liées au fait de produire ou d'orchestrer la production, qui sont des tâches un peu annexes, et dont ils souhaitent se libérer au maximum. Tu as quelques exemples d'automatisation que vous avez pu mettre en place, comme ça, rapidement, sans les décrire de manière Oui, bien complète? sûr. Typiquement, sur la recherche et développement, on a tout ce qui est l'orchestration des tests pour faire valider des homologations, etc. de pneumatiques. C'est un processus qui est relativement compliqué. C'est en plus assez spécifique, puisqu'on doit... les homologateurs, alors en Europe, c'est harmonisé, mais ce n'est pas harmonisé au niveau global. Donc chaque
instances d'homologation, a des besoins spécifiques, a besoin qu'on échange avec eux d'une manière particulière. Donc c'est difficile d'industrialiser une solution. Et typiquement, ces solutions light là, d'automatisation, ça aide. Côté manuf, on accompagne une entité qui est un peu une sous-partie du manufacturing au niveau de la gestion des moules, où ils ont des challenges spécifiques sur leur process. Comme ils n'ont pas une taille critique très très grosse, par exemple, créer une solution pour eux, ça va toucher 2 ou 3 usines, ça ne touche pas une population très importante. Pareil, on va les accompagner. Et puis, on a plein de petites tâches qu'on cherche comme ça à accompagner. Et l'enjeu maintenant, c'est effectivement de sortir de cette logique d'accompagnement par petits bouts et d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus homogène. Juste pour les lessons learned, et après on va passer sur la question agentique. Donc, un des points clés, ça a été de ne pas structurer le COE autour d'une technologie, mais de le structurer autour d'une mission. Ça a vraiment changé tout pour nous, parce que ça nous a permis d'adopter la bonne technologie pour le bon sujet et pas de chercher à adresser avec UiPath l'intégralité de nos problématiques. Ce n'est pas parce qu'on a un marteau que tout est un clou. L'autre aspect, c'est le fait d'intégrer dans le design des outils la captation de la création de valeur. Alors, mon controlling, la personne qui fait le controlling dans mon entité dira « ouais, mais création de valeur, ça ne se voit pas dans le PNL ». Toutefois, le fait de capter les hours back to business, donc le temps économisé sur la base des automatisations, ça permet quand même de donner une indication sur la valeur concrète. Et le fait de l'intégrer directement dans le design des solutions, ça nous permet de consolider un indicateur qui est un bon proxy pour la création de valeur, qu'on ira ensuite vraiment capter sur la partie comptable et controlling de l'entité. Et le troisième aspect, je dirais, qui nous a vraiment aidé, c'est le fait, donc j'ai parlé du modèle fédéré, j'ai parlé de la création de valeur, et le troisième élément qui nous aide maintenant de plus en plus, c'est l'approche processus. Alors l'approche processus, c'est pas très populaire, hein, c'était plutôt populaire dans les années 90 et au début des années 2000. Le business process redesign, etc., ça a un peu perdu de l'attraction aujourd'hui comme sujet, on en entend moins parler. Pourtant, le fait d'avoir une approche... Nous, on s'est restructuré, on se renforce chez Michelin à ce sujet-là. Et en fait, le fait d'avoir une approche processus, ça permet de donner un cadre. C'est quoi les éléments clés sur lesquels il faut que je bosse sur mon process pour qu'il s'exécute mieux, pour qu'il soit plus efficace. Et ça nous permet à nous de savoir où on doit bosser et d'avoir une approche plus holistique et moins portée sur l'amélioration incrémentale à gauche, à droite qui nous vient des opérations. Les deux sont utiles. Voilà, en quelques mots sur les lessons learned. Organisation, avoir un corps mais être proche du business, la création de valeur, la captation de la création de valeur intégrée au design des outils, et le dernier point, l'approche processus pour nous guider sur ce qui est important. Très bien. Merci Philippe pour cet intéressant retour d'expérience. Alors l'automatisation des processus, la RPA, ça existe depuis longtemps, hein. C'est presque legacy hein, dans l'idée de certaines personnes. Aujourd'hui, on parle plutôt d'IA, on parle d'agentic automation. Comment vous allez basculer aujourd'hui de la RPA classique, traditionnelle, à l'agentic automation chez Michelin? Et pourquoi vous allez le faire et comment vous allez le faire? Et qu'est-ce que ça va impliquer en termes de change management au sein de votre CE et au sein de ce que vous allez mettre en place comme méthodologie? Ok. Alors, il y a quand même un fear of missing out qui est assez fort sur la question de l'agentique. Je ne sais pas pour vous, mais c'est assez difficile de parler d'un sujet métier quel qu'il soit sans à un moment donné avoir le mot agentic AI qui rentre. Et nous, on a deux tractions aujourd'hui. On a déjà nos équipes, là, le fameux COE qu'on a créé autour d'une mission. En fait, ils se posent la question de dire, mais nous, notre mission, c'est d'automatiser. On voit que là, il y a des outils formidables qui arrivent sur le marché, des capacités formidables qui arrivent sur le marché. Quand est-ce qu'on l'active, Philippe? Ça, c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est l'approche plutôt top-down sur les processus. Pareil, on a des challenges autour de la rationalisation de nos processus, à la fois parce qu'on doit faire des gains d'efficience, mais aussi parce qu'on a des challenges sur le fait que le processus se déroule bien. On a des processus qui ont besoin encore d'être améliorés. Et
Et le troisième point, c'est que sur notre approche d'automatisation actuelle, on avait une approche un peu fragmentée. Et elle était fragmentée, parce que c'était le mode d'organisation qui voulait ça. On répondait plutôt à des besoins de type d'amélioration continue. Mais elle était aussi fragmentée parce que techniquement, on n'avait pas toujours la brique qui avait suffisamment d'intelligence cognitive pour porter l'étape intermédiaire. Donc, je sais pas, je prends un exemple sur les achats, par exemple. Sur les achats, on a commencé par automatiser certaines étapes de validation. Ensuite, alors, pas forcément avec UiPath, mais ensuite, on avait la deuxième question, c'était sur la question de l'OCRisation. Okay, on capte un document PDF, on n'a pas envie de faire le truc de prendre l'information sur le document PDF et de le rentrer dans un système d'infos. Donc là, on a commencé à ramener de l'IA spécialisée, du document understanding. Mais il y avait encore des étapes qui étaient liées à l'œil humain. Il fallait prendre une décision humaine ou accompagner l'œil humain. Et là, on se rend compte quand même avec les capacités qui sont amenées par la Generative AI que ça peut nous aider en fait à couvrir encore davantage le processus avec des tâches qui sont répétitives mais qui pour l'instant avaient un besoin cognitif qu'on ne pouvait pas traiter avec des briques qui existaient aujourd'hui. Donc c'est parce qu'on a encore des périmètres processus à couvrir et que la brique y correspond. Maintenant, ça pose un challenge. La question de l'agentique. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a pas mal de revues, et notamment j'ai lu un article dans HBR où ils expliquaient qu'en fait, l'IA agentique, pour vraiment en tirer de la valeur, il faut redesigner le processus. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, vous l'avez peut-être vu passer. La RPA, on pouvait agir sur le processus par petits bouts, mais en gros, changer l'acteur sur une petite tâche. Là, quand on intègre l'agentique, il faut un peu le repenser dans la manière dont on l'exécute. Donc, un des éléments clés pour que ça fonctionne, c'est des agents pour avoir des couches plus intelligents, mais on a besoin de cette chaîne qui permet d'orchestrer la collaboration entre l'humain, là où ça vaut le coup d'avoir un humain qui prenne une décision, qui valide une décision. Les robots, parce qu'on va continuer à avoir des tâches répétitives où on a besoin de règles métiers très strictes. Et là, c'est bien qu'on ait des robots. Et des agents qui vont prendre des décisions ou proposer des décisions à l'humain. Et on a besoin de quelque chose qui orchestre tout ça. Et c'est parce que on l'a vu. Et il y avait une présentation, là je perds un peu de pub pour UiPath, mais il y a une présentation de Daniel Dines, là, le patron de UiPath, où j'ai lu dans ma phase d'information sur la question de l'agentique. Et il y a c'était pas un webinar, c'était comment on appelle ça, un webcast, un podcast vidéo sur YouTube avec un podcast qui s'appelle VC20. Et Daniel Dines a présenté la vision du UiPath. Je me suis dit, ça c'est quelque chose qui est assez cohérent avec les challenges qu'on rencontre. Et c'est ça aussi qui nous a amené non seulement vers l'agentique, mais aussi à ouvrir la porte à UiPath sur ces questions-là. Très bien, merci Philippe pour ces éléments. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Philippe ou à moi-même, pourquoi pas. Il nous reste 4 minutes, donc vos questions sont les bienvenues. Je sais pas, sur le changement et sur le si vous n'avez pas particulièrement de questions, mais peut-être ce sera ma conclusion. C'est que moi, finalement, là, j'ai un COE d'automatisation, on délivre des RPA, on délivre des chatbots anciennes techno. Bon, qu'est-ce que ça va changer pour mon COE pour demain? Et donc, déjà, mon COE pour demain, il va falloir qu'il soit capable de parler des use cases de UiPath, de UiPath et puis d'autres, de l'agentique, pour inspirer les groupes process owners et les gens qui sont en charge des processus, pour qu'ils puissent réfléchir leur processus en intégrant ces nouvelles capacités. Donc, sur la partie Ignite, il va falloir intégrer cette brique-là. Ensuite, sur la partie delivery, il va falloir former les gens à créer des agents, à créer des solutions dans les orchestrations, etc. C'est le deuxième point qui va changer. Mais il y a un troisième point, et pareil, je me tourne vers vous, j'imagine qu'on n'est pas les seuls, où toutes les entités de nos organisations IT, tous les gens du business veulent être partie prenante de la création de solutions autour de l'agentique AI. Et on sait qu'on va probablement travailler plutôt sur de la composition que de tout mettre, les agents, leur orchestration, tout dans une brique. Parce qu'on va devoir s'appuyer sur un agent qui est dans Salesforce.com, un autre agent qui est dans
dans Oracle, etc. Et il va falloir orchestrer leur collaboration. Donc on sait qu'on va devoir travailler de façon plus collaborative qu'on l'a fait jusqu'à présent. Parce qu'aujourd'hui, notre COE, quand on travaille sur de la RPA, on peut travailler en surface, on n'a pas forcément besoin de se mettre d'accord avec beaucoup de monde pour créer la solution. Demain, dans le monde de l'agentique, il va falloir qu'on orchestre un peu plus. Donc, une des choses qu'on n'avait pas trop jusqu'à présent et qu'on va avoir plus dans le futur, c'est des project managers qui soient capables d'aller chercher les contributeurs dans tout l'écosystème Michelin, de construire un contrat de collaboration pour construire une solution qui s'ancre dans la plateforme qu'on utilise. Voilà. Je vois secouer la tête, les gens qui sont d'accord avec moi. Voilà. Est-ce qu'on a encore du temps pour une question ou c'est fini là? Il nous reste 1 minute. Moi, Ouais. ce que je vous propose, c'est de passer sur notre stand. C'est le E56. C'est juste en face de l'entrée de la salle plénière. Donc n'hésitez pas, si vous voulez échanger avec Philippe ou moi, on est présent et on répondra avec plaisir à toutes vos questions. Merci.